Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler news, pour parler investissement, pour parler BTC forcément, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Pourquoi investissement ? Parce que on a un géant de l'investissement qui est décédé, Charles Munger. Alors, si vous ne connaissez pas forcément, c'était l'acolyte de Warren Buffett qui est décédé à l'âge de 99 ans. C'est vraiment des personnes qui ont créé la notion d'investissement sur le long terme, qui ont créé la notion de value d'une action, et c'est un homme qui est décédé et qui laisse Warren Buffett seul, qui était vraiment son acolyte durant toutes ces années, dans lequel ils ont monté beaucoup de projets, et donc forcément, je pense que quelqu'un va être très seul, et ça va être Warren Buffett. Et je pense que c'est toujours très compliqué. La notion de l'après-Buffett a déjà été abordée de nombreuses fois, et je pense que ça va être encore validé, notamment sur la Berkshire Hathaway, qui est la société de gestion des fonds de justement Warren Buffett. Alors on continue une nouvelle cette fois-ci, beaucoup plus crypto, sur Coinbase qui dit à certains de ses clients que globalement il y a eu une demande de la SEC pour récupérer des informations sur leur compte et la liaison avec Bybit. Alors globalement, c'est des utilisateurs qui ont reçu une demande disant que toutes les transactions allant vers Bybit devaient être analysées, et à savoir que on sait que Bybit, par exemple, a fait des modifications sur les utilisateurs français dans lesquels il n'accepte plus aucun utilisateur français. Et c'est généralement le signe qu'il y a une forme de mise aux conformités, ou en tout cas une pression légale qui est très forte, et là ça ne loupe pas, hein. Je pense que ça va pas être la suite, je pense qu'on risque d'avoir un ensemble d'informations sur Bybit, et ce qui est plutôt logique vu la relation qu'il y avait entre Bybit, Binance et FTX, hein. Les trois étaient très proches, les trois possédaient des tokens de chacun des exchanges et se sont fondés en même temps sur le même processus. Est-ce que on va avoir les mêmes problématiques de l'un et l'autre ? Ça va être à déterminer. Est-ce qu'on va avoir des annonces fortes au niveau de Bybit ? C'est aussi à déterminer. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à migrer personnellement sur un exchange qui est non KYC, qui est ZoomX. Je vous ai fait une démonstration et une vidéo tuto si ça vous intéresse, allez en description. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va avoir des nouvelles. Il y a Kraken qui prend la pression sur la SEC officiellement, et je pense que Bybit ne va pas tarder à avoir d'autres problématiques de la SEC dans pas longtemps. À côté, nous avons le grand Arthur Hayes qui nous expose sa vision, qui pour lui définit que le flow de dollars du prochain bullrun viendra principalement de la Chine, étant donné que la Chine est en train de se mettre en place pour pouvoir recréer en fait de la dette et justement pouvoir recréer des flux monétaires, et que du coup la lutte entre le dollar et le yuan entraînera une valorisation et en tout cas une direction de ces flux vers des acteurs comme, pourquoi pas, le Bitcoin, des acteurs de ce style-là, qui sont non liés à des pays et qui sont donc sans frontières. À côté, on a la SEC qui demande un feedback public sur l'ETF BTC de Franklin Templeton, HDEX. Alors c'est intéressant de voir là, ce qui est en train d'être effectué, et en effet les analystes sont en train de se dire que c'est en train d'accélérer. Alors oui, mais à côté, ça accélère. Pourtant, on a eu justement cet ETF-là, qui a été retardé par la SEC, alors savoir que la SEC avait jusqu'au 1er décembre pour le valider, d'accord ? Il y avait quand même du temps. Et pourtant, malgré ça, ils ont décidé de retarder leur décision sur cet ETF, et du coup, Franklin Templeton a mis à jour d'ailleurs sa demande d'ETF avec des nouvelles informations qui ont été données. Alors, ça prouve qu'il y a une véritable discussion et qu'il y a une forme d'accélération dans la validation des ETF. Et je pense que, vu le retard et vu en tout cas l'information qu'on a, c'est que si c'est retardé sur le 1er janvier 2024, ça sous-entend que, en effet, ça arrivera Q1 2024, et je pense même qu'on pourrait retarder encore un petit peu, pas forcément sur le mois de janvier, pourquoi pas sur le mois de février ou de mars. Encore une fois, on a le temps, ce n'est pas parce qu'un ETF est refusé qu'il ne peut pas refaire une demande, si il accepte les modifications et les éléments nécessaires à reformuler une nouvelle demande. Prenez l'exemple très clair de
Grayscale, d'accord, le nombre de fois où ils ont fait une demande de passage en ETF, c'est juste ubuesque. À côté, on a quand même des choses qui se mettent en place et des communications qui sont en train de se mettre en place, notamment on a un article de Cointelegraph qui explique la notion de Buy the Rumor, Sell the News sur, justement, la notion de BTC. Et ça, c'est quoi? C'est la notion de finance traditionnelle. En effet, les analystes expliquent que, étant donné que ce sont des ETF qui sont poussés par des finances tradis, c'est beaucoup plus sensé qu'il y ait un sell-off lié à la validation de ces ETF. Parce que c'est le fonctionnement classique de tout ce qui est finance traditionnelle, et que, généralement, ça arrive dans la validation de l'ensemble des ETF. Bon, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, notamment l'augmentation des flux CME qu'on ira voir tout à l'heure sur les graphiques, et il parle justement de l'importance de Bito qui a eu un sell-off très fort, très important, donc qui était l'ETF futur sur BTC, je sais pas si on se souvenait, c'était en 2021, et ensuite on a ici une augmentation maintenant de Bito pour, sous-entendu, une augmentation de l'exposition des institutionnels au BTC, et ça s'est fait au moment où il y a eu les rumeurs de validation des ETF, donc ça sous-entend qu'il y a une forme de couverture, on ira voir ça, et notamment on ira voir la différence entre le CME et le spot, qui est pour moi très important pour la compréhension générale des deux. D'ailleurs, en parlant de compréhension, si vous voulez être prêt pour le bull run et avoir ma stratégie d'investissement, c'est un guide qui fait plus de 30 pages qui est mis à disposition, le lien est en commentaire en description, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le récupérer. Et si on avance dans le classique, je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui nous avons l'annonce du PIB T3 qui tombe à 14h30, certainement beaucoup de volatilité sur les marchés classiques, surtout que clairement on est en train d'attendre ça, on est dans une zone de résistance très importante, de temporisation, on est sur la fin d'année, on attend les chiffres de fin d'année, et surtout on est sur le sell-off de fin d'année dans lequel on prend les profits, surtout quand on a eu une accélération comme ça et qu'on sort d'une année aussi difficile qu'on a pu connaître en 2022, on va compenser sur 2023, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Autre chose, on a le dollar qui est en train de se calmer, avec ici une réabsorption de l'accélération baissière que l'on a eu, notamment en début de journée, et c'est intéressant de voir qu'on est pile poil au niveau d'une zone d'order block, avec une zone de résistance très importante, qui correspond aussi, ici, à l'euro USD, le chiffre magique, le 1.1, donc 1,1$, la relation entre l'euro et le dollar, dans lequel on a ce chiffre qui est très important, qui correspond aussi à une grosse période de travail, et qui pourrait voir, justement, naître un retracement, ici, pour aller retester ici l'imbalance qui se trouve là, et la zone de retest classique avec l'order block et la zone de résistance. Donc là on aurait pourra avoir un retest aussi avant d'avoir une accélération haussière pour aller retester les 1.1 et pouvoir retravailler. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on n'oublie pas que le DXY, qui est l'indice dollar, est basé à plus de 50% sur l'euro, et donc forcément plus on va avoir un mouvement de l'euro par rapport au dollar, plus le dollar sera impacté, et donc forcément derrière on aura un attrait ou non des bons au trésor américain, mais ça on en discutera dans une autre quotidienne, parce qu'on va se concentrer un peu sur le BTC, dans lequel hier plutôt, on a eu une accélération haussière, on va revenir sur cette partie-là, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, même si on a une accélération haussière, on n'oublie pas qu'on est dans un range, et ça se voit dans cette semaine que la bougie est totalement écrasée, parce que on est tout simplement dans un range dans lequel on est en train de travailler les 38 000, qui est le top de ce range, mais moi ce qui va m'intéresser déjà dans un premier temps, c'est d'évaluer la différence entre le CME et le BTC. Donc on a 38 500 sur le CME, et sur le BTC classique, on est un petit peu en dessous des 38 000, on a 37 955. Vous allez me dire, mais quelle est la différence? Je vous rappelle que le CME, c'est donc un contrat futur, donc une exposition hors spot, qui est basée sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est la bourse spécialisée des institutionnels. Donc on peut le considérer comme étant la représentation des investissements institutionnels sur notamment le BTC, pour revenir sur la notion de l'article de sell-off qu'il pourrait y avoir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, en effet, là j'ai fait la différence entre le BTC et le CME, qui nous permet de voir la différence entre les deux, et donc la surexposition ou la sous-exposition entre les deux, et là, quand on rentre dans le négatif, en effet, on est dans une surexposition du CME, et on voit que, en effet, on a des phases de surexposition, et qu'on est dans une augmentation depuis octobre de la surexposition des CME, en tout cas de l'augmentation de la différence en longue des CME par rapport au BTC. Tout seul, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on commence à le corréler avec ici l'open interest du CME sur le BTC, donc qui est les leviers injectés sur le CME, on voit quoi? En effet, on voit qu'on a une phase d'accélération qui est équivalente ici à cette phase d'accélération
très forte, et pour ceux qui se souviennent de cette zone-là, c'était la zone notamment de BITO, la validation de l'ETF futur sur justement le BTC. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment de se concentrer sur cette zone-là, et on va voir qu'on a bien eu une augmentation qui a été graduelle par rapport à ça, et ce qui montre qu'on a bien ici une augmentation réelle de l'open interest et donc de l'exposition longue au CME. Et donc ça sous-entend aussi qu'à un moment donné, il va falloir prendre des profits, et c'est justement le but de l'article. Est-ce que cette augmentation des leviers et la représentation d'une surexposition pour une prise de profit sur une validation d'ETF des CME et donc de la finance traditionnelle, ou est-ce que c'est tout simplement un accompagnement du cours dans lequel les CME, donc les institutionnels, se préparent à un afflux de liquidités grâce à l'ouverture et la validation des ETF spot. Je vous rappelle deux choses avant de répondre dans le commentaire, c'est que les institutionnels ont des cycles de vie et d'investissement qui sont bien inférieurs aux nôtres, ça sous-entend que pour eux, ils doivent sortir du rendement tous les ans, d'accord? C'est le principe même d'institutionnels des gros fonds, ils doivent sortir du rendement tous les ans, et donc, derrière, ils doivent forcément sortir des profits à un moment donné pour pouvoir valider leur rendement annuel et donc valider derrière leur performance auprès de leurs clients. Et ça, c'est toujours très important, sous-entendu, ils sont toujours sur court moyen terme, rarement sur long terme, surtout quand on a eu des années aussi compliquées que 2022. Néanmoins, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous, est-ce que c'est un sell-off qui est préparé? Est-ce que c'est tout simplement l'arrivée des institutionnels qui va déclencher le bull run? Ou pourquoi pas, comme Arthur Hayes, pensez que ça va être la Chine qui va déclencher les liquidités? Alors, autre chose, alors ça c'est pour le week-end prochain, on va avancer, tac, sur une vision qui va être plus Total 3, donc toujours ces altcoins qui sont très importants, parce que on a certes une accélération du BTC, mais ce qui va être vraiment important, ça va être aussi quel est l'impact sur les altcoins. Et on voit clairement que on tient quand même plutôt bien, malgré l'accélération qu'on a eue. Donc récemment, on n'a pas eu trop de valorisation sur certains altcoins, donc ça montre bien que là c'est un mouvement qui est pur BTC, et que tant qu'on ne casse pas, je pense, les 38 000 du BTC et qu'on consolide pas au-dessus, on n'aura pas une nouvelle accélération des altcoins, en tout cas pas une nouvelle respiration, parce qu'on a déjà bien poussé. Alors pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, en effet, on a eu hier le très beau retest, on l'avait défini, que c'était une très belle entrée pour une continuité haussière. On est allé retester une grosse partie d'imbalance, là je vous disais que là potentiellement on était sur une continuité baissière pour aller chercher un petit peu plus bas. Clairement, ça ne s'est pas validé, on n'a pas fait de cassure des 36 700, et donc forcément ça veut dire que le retest a été validé avec cette énorme accélération dans lequel on est allé ici récupérer toute la liquidité de ces zones-là, mais on n'est pas allé chercher la liquidité de ce top-là. Et donc là, c'est très important. Ça, c'est vraiment un signal important pour deux choses. Ça veut dire que, ici, on a la question de est-ce que on est toujours dans cette tendance haussière? Est-ce que la rupture ici de cette Indus-Mode, la prise de liquidité de cette zone-là, n'impacte pas la continuité haussière? Première question. Deuxième question, pour moi, étant donné qu'on n'a pas fait une continuité baissière par rapport à cette rupture, il est fort probable d'avoir une zone de ranging ici, donc de temporisation, pour avoir ici une prise de liquidité. Il n'est pas normal de renforcer la liquidité là. Quand on commence à renforcer la liquidité ici, ça sous-entend qu'on va avoir peut-être une respiration dans les 37 200 pour ensuite avoir une nouvelle accélération haussière et aller liquider, c'était quoi le high qui est en cours et qui est mis en place. On le voit bien ici, premier, deuxième, bon, on pourrait dire troisième, et ensuite prise de liquidité, d'accord? Pour moi, ce serait un peu cette idée-là. Premier, deuxième, on pourrait avoir encore un peu de trail avant d'avoir une accélération. Prise de liquidité, après, est-ce que ce serait une prise de liquidité pour une accélération haussière pour nous mener au 42-44, ou est-ce que ça va être juste une prise de liquidité pour, par contre, aller retester le bad range et retester ici la zone des 35 000? Ça, on le verra bien et on en discutera en temps et en heure par rapport aux différentes informations. D'ailleurs, en parlant d'informations, on va aller regarder l'order flow, et là ça va être très intéressant parce que on voit toujours qu'on confirme une tendance qui est baissière au niveau des deux order flow, que ce soit cumulé ou que ce soit que sur Binance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accélération haussière que l'on a eue ici a entraîné en effet une augmentation très forte de l'open interest et une cassure très forte aussi. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de leviers très forts, mais très peu de volume somme toute, parce que quand on regarde l'état des positions des top traders, on voit que ça ne change pas, et donc ça veut dire que on est toujours en train de tenir ses positions. Et d'ailleurs ça se voit ici, dans lequel le marché est agressif, oui mais non, d'accord, on voit bien qu'on n'a pas recassé le top de cette zone là, on est même beaucoup plus bas, donc le niveau d'agressivité ne fait que baisser, et c'est pour ça aussi je pense qu'on n'est pas allé chercher de la liquidité, il manque du momentum fort, et on a toujours de la liquidité qui se met en place ici sur du long, oui, mais pas que.
quand on regarde, on a quand même beaucoup de shorts qui sont repositionnés ici, hein, au-dessus des 38 000, au niveau des 38 500, dans lequel on a beaucoup de liquidation, et c'est justement ce niveau très important de liquidité dont je vous ai parlé, hein. On est vraiment ici, sous-entendu, on a défendu ce top-là pour une continuité baissière et pour un short, donc il est fort probable d'avoir une forme de respiration, soit une latéralisation, et ensuite avoir une mèche, soit pour renforcer dans un premier temps, et ensuite une deuxième mèche pour aller liquider toute cette liquidité là avant de faire le véritable mouvement, soit la consolidation et repartir, soit la cassure baissière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient ce que je fais tous les jours et ça me fait surtout très plaisir. Et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de Gala et parler aussi un petit peu de l'univers du gaming et de la crypto-monnaie. C'est toujours très important, très intéressant, et se poser la question, est-ce qu'il y a toujours un narratif derrière? Et ça c'est 13h30.